Quand on parle du Moyen Âge, l'image qui vient tout de suite à l'esprit, c'est celle des rois, des reines, des chevaliers en armure. Mais en réalité, le vrai pouvoir, celui de tous les jours, se jouait à une échelle bien plus locale, bien plus personnelle, directement liée à la terre. Pour vraiment comprendre cette époque, il faut regarder au-delà de la couronne. Le paysage médiéval est complètement dominé par cette image qu'on a tous en tête, le château, cette forteresse qui surplombe tout. Et en bas, les terres, et surtout celles et ceux qui les travaillent. C'est ce rapport de dépendance, ce lien entre le château et les champs qui va définir toute la société de l'époque. Du coup, la question se pose, et elle est centrale, si ce n'est pas toujours le roi au sommet de la pyramide qui tenait vraiment les rênes, la réponse, elle se trouve dans un système à la fois complexe et absolument fascinant qui a façonné l'Europe pendant des centaines d'années. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Pour comprendre qui a le pouvoir, il faut d'abord saisir un concept clé, un mot qui relie tout. C'est vraiment la pierre angulaire de tout l'édifice, bien plus importante au quotidien que n'importe quelle couronne. Et ce concept, c'est l'historien Alain Guéraud qui nous en donne la meilleure définition avec le terme de dominium. Attention, ce n'est pas juste l'idée de posséder un domaine, non, c'est bien plus profond. C'est une relation sociale où le pouvoir sur la terre et le pouvoir sur les gens sont en fait une seule et même chose. En d'autres termes, un seigneur ne possède pas seulement un champ, il possède une autorité sur les personnes qui le cultivent. Le pouvoir, à cette époque, il n'est pas abstrait ou lointain, il est là, concret, local, ancré dans un territoire et sa population. C'est ça le cœur du système seigneurial. Et l'incarnation physique, le symbole de ce dominium, c'est bien sûr le château. Mais il faut se méfier des apparences. Ce n'était pas qu'une simple forteresse, c'était le véritable centre névralgique de la seigneurie. D'ailleurs, au tout début, un château, ça pouvait être très simple. On parle de mode castral, en gros une butte de terre avec une tour de guet en bois au sommet. C'était avant tout défensif, un refuge pour le seigneur local et les siens. Mais très vite, ces structures vont évoluer. Le bois, c'est bien, mais ça brûle. On passe donc à la pierre, comme ici au château de Mayenne, et là, tout change. Le château devient un symbole de puissance qui dure, un point d'ancrage permanent du pouvoir d'une famille dans le paysage. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que le château était multifonction. C'était une base militaire, oui, mais c'était aussi la maison du seigneur, le tribunal où il rendait la justice, et l'entrepôt où on stockait les impôts, c'est-à-dire les récoltes. Bref, c'était le centre administratif, judiciaire et économique de la seigneurie. D'accord, donc on a les seigneurs qui contrôlent leurs terres. Mais comment s'organisent-ils entre eux ? Eh bien, toute l'élite est structurée par un autre système, un réseau de serments et de loyauté qui forme une sorte de pyramide hiérarchique. Au cœur de ce système, on a deux personnages, le seigneur, le dominus, et son vassal, le vassus. Un vassal, c'est un homme libre, souvent un guerrier, un chevalier, qui se place volontairement sous la protection d'un seigneur plus puissant en échange de ses services. Cette relation, elle est scellée par une cérémonie très codifiée, l'hommage. Le moment le plus fort, le plus symbolique, c'est l'immixtio magnum. Le vassal met ses mains dans celles de son seigneur. C'est un geste incroyable de confiance et de soumission. Il se livre entièrement. À ce geste s'ajoute un serment prononcé sur des reliques sacrées, et souvent un baiser de paix, l'osculum. Ce lien devient presque aussi fort qu'un lien familial. Rompre ce serment, la félonie, était donc considérée comme la pire des trahisons possibles. Alors, en échange de cette fidélité, qu'est-ce que le vassal reçoit ? Il reçoit un fief. Le plus souvent, c'est une terre avec les revenus qu'elle génère et les gens qui y vivent. C'est ce fief qui assure son train de vie, son équipement militaire et son statut social. Mais attention, ce fief n'est pas un cadeau. Le vassal a des devoirs très clairs envers son seigneur. Il lui doit l'aide, auxilium, qui est principalement militaire, et le conseil, consilium, c'est-à-dire qu'il doit siéger à sa cour et l'aider à prendre des décisions. Très bien, mais toute cette pyramide de nobles et de guerriers repose sur une base solide. Qui fait tourner l'économie ? L'immense majorité de la population, la paysannerie. Pour eux, le système seigneurial, c'est une réalité de tous les jours, faite d'obligations et de taxes. Le seigneur exerce son pouvoir de commandement, le ban, à travers des monopoles très concrets, les banalités. Le four pour cuire le pain, le moulin pour moudre le grain, le pressoir, tout ça lui appartient. Et non seulement leur usage est obligatoire pour tout le monde, mais en plus, il est payant. Et ce n'est pas tout, loin de là. Les paysans doivent aussi payer le cens, une sorte de loyer pour la terre, le champard, qui est une part de leur récolte, la taille, un impôt direct, et bien sûr la corvée, des journées de travail gratuits qu'ils doivent aux seigneurs sur ses propres terres.
Ce qui est fascinant, c'est de voir comment tout ça était géré. Le nom de l'impôt, de la taille, vient de ces bâtons de bois qu'on taillait. On faisait des encoches pour marquer les paiements. C'était un système comptable tout simple, mais très efficace. De la même manière, pour être sûr de percevoir la bonne part de la récolte pour le champard, on installait des mesures étalons en pierre sur la place publique. Le pouvoir du seigneur s'inscrivait littéralement dans la pierre et contrôlait les moindres détails de la vie économique. Donc on voit se dessiner une société qui est entièrement bâtie sur des liens de dépendance et des obligations réciproques. On est très très loin de notre conception moderne et impersonnelle de l'État. Et c'est là que réside toute la différence. La justice, l'impôt, la guerre, tout ce qu'on considère aujourd'hui comme des fonctions publiques, étaient en fait des droits privés, qui appartenaient personnellement au seigneur. Le pouvoir n'était pas abstrait, il était incarné par des individus. Finalement, toute cette société médiévale, c'est une immense toile de liens personnels. Un serment engage un vassal, une redevance lie un paysan. C'est un équilibre qui repose entièrement sur ces relations. Et ça soulève une dernière question. Qu'est-ce qu'il se passe quand la confiance s'érode, quand ces fils invisibles commencent à se casser? Mais ça, c'est une autre histoire.